Christelle Melledge, et puis c'est Christelle Akoussa qui réalise donc ce temps d'antenne. Tout de suite, nous vous emmenons dans une unité donc du CHU de Cocody, de Trècheville, pardon, et dans cette unité, l'on soigne avec de l'argile et plus loin, on en guérit. Alors, pour en savoir davantage, suivons donc les travaux de Maître Aboutou Kofi et l'argile qui guérit donc au sein du CHU de Trècheville. Parlons du CHU, nous parlerons de leurs différents architecture avec M. Coupeau et avec le LBTP. On parlera de l'importance du contrôle des matériaux dans la construction d'un édifice. C'est à suivre. À tout de suite. C'est presque sur brancard qu'on m'a envoyé à l'hôpital. Mais aujourd'hui, je marche tout seul. Je mange bien, je dors bien. Je me porte bien. Dimanche matin, j'écoute la radio pour l'émission Tout Paix et je tombe sur quelqu'un qui est en train de me parler de l'argile qui guérit, l'argile qui... Il ne faut pas rester à la maison, il faut venir vers l'argilothérapeute qui est à Boutou, qui se trouve à Bassam, il faut venir le voir et tout ça, et que bon, il peut nous aider à retrouver la santé et guérir sur tout ça. Et il doit s'installer au CHU de Trècheville et ensemble travailler avec les médecins. Je dis, ça m'intéresse. C'est comme ça que je suis venue vers lui. Et le 12 avril 2013, j'ai commencé mon traitement. Aujourd'hui, je me sens très, très, très bien. Nous sommes au CHU de Trècheville. Plus précisément à l'unité de la médecine traditionnelle. Ici, les soins pratiqués sont différents de ceux de la médecine conventionnelle. Tous les soins administrés sont à base d'argile. On parle d'argilothérapie. Fruit de la collaboration entre le ministère de la Santé à travers le programme national de promotion de la médecine traditionnelle et les praticiens. L'argilothérapie, ici au CHU de Trècheville, porte un visage. Celui de son promoteur, M. Aboutou Kofi Kwasi, potier de formation, doublé de naturothérapeute. Je me suis guéri d'une intoxication. J'ai guéri mon fils de calcul rénaux. Je suis venu à la télévision, j'ai dit, j'ai de l'argile qui guérit. Et c'est en 2009, un an après, que je suis allé m'inscrire au ministère de la Santé, au programme de la médecine traditionnelle. Je suis médecin, spécialiste en santé publique, également spécialiste en pharmacologie des plantes. Il faut dire que la reconnaissance de cette médecine traditionnelle ne date pas d'aujourd'hui. Elle date depuis 1978, lors de la conférence d'Alma-Ata. C'est à la faveur donc de cette rencontre que le ministère de la Santé publique a intégré effectivement la médecine traditionnelle dans son système national de santé. Donc il est question maintenant de créer des structures permanentes. Donc le ministère de la Santé a donc créé le programme national de promotion de la médecine traditionnelle. Depuis 2001, et ce programme a pour rôle de réglementer le secteur de la médecine traditionnelle, d'organiser les praticiens de médecine traditionnelle, de réhabiliter cette médecine et de valoriser les plantes médicinales, les substances utilisées par les praticiens de médecine traditionnelle. Le programme a écrit au CHU, les 3 CHU, et le CHU de Trècheville a répondu favorablement pour que nous puissions ouvrir un cabinet pilote au sein même du CHU de Trècheville. On ne peut pas laisser n'importe qui, quelle que soit votre connaissance, être au CHU si vous n'avez pas de résultats. Nous fournissons un rapport trimestriel au programme de la médecine traditionnelle. Et puis on fournit un rapport annuel au ministère de la Santé. Et jusqu'à la présidence de la République, nous déposons nos rapports annuels. C'est dans le mois de décembre 2012, j'ai été très malade. On m'a fait une prise de sang
Et puis on a dit que j'avais une anémie sévère. Et pour cela, on m'a hospitalisé au CHU de Trècheville. Et puis j'ai subi plusieurs analyses. Après des examens aussi, ils ont découvert que j'avais le cancer de l'estomac. Et quand je suis revenu avec les résultats, les docteurs m'ont dirigé sur la cancérologie. Là-bas, le professeur m'a dit qu'il fallait qu'on fasse une chirurgie, une opération chirurgicale qui consisterait à m'enlever l'estomac. Je lui ai demandé un temps pour aller rassembler l'argent. Comme j'avais déjà entendu parler d'Aboutou, j'ai profité de ce temps-là pour aller le voir. Il m'a dit qu'il pouvait me guérir en 7 mois. Donc, il a commencé à me donner les médicaments. Je venais de temps à autre, tous les 12 jours d'abord, et puis après tous les 21 jours. Mais le médicament, je le prenais à la maison quotidiennement. Et après 7 mois, en tout cas, j'ai vu que je me porte bien. L'argile a guéri d'autres parties du corps, hein, parce que, bon, à la suite de ces maladies-là, j'avais la main qui tremblait, mais maintenant, j'ai retrouvé la stabilité de la main. Donc, j'ai l'écriture de mon adolescence. Donc, vraiment, je sais que ça guérit. On arrête d'être dans son salon et des fois dire « Oh, qu'est-ce qu'il raconte encore celui-là ?» Non, non, non. Donc, maintenant qu'il n'y a plus de crise, donc ça va, ça va. Il n'y a plus de crise en tout cas. Le fait que nous soyons praticiens au CHU, ça les rassure que désormais, on peut aller même au CHU, mais se faire soigner avec la médecine traditionnelle. Et donc, tout le monde vient ici maintenant confiant. Quand vous rentrez au CHU, c'est à la direction de l'INFAS, c'est-à-dire l'école des infirmiers et infirmières, et le centre d'argilothérapie est juste à côté. Voilà, c'était donc cet élément sur l'argile qui guérit. Ils sont basés donc au CHU de Trècheville. Vous impressionne, Monsieur Yao, Aristide? Oui, merci Madame. Je pense qu'il y a des docteurs et des professeurs qui accompagnent ce projet au niveau du CHU de Trècheville, comme l'a dit. Donc, leur conclusion, si aujourd'hui cette émission passe à la télé, c'est que déjà les premières conclusions sont déjà promotrices. C'est pour cela qu'ils arrivent à le faire passer. C'est la même chose, mais moi je dirais que quand d'autres services accompagnent les services classiques dans un hôpital, certainement que le bâti change. Oui. Toujours la vision, le côté architecture qui parle. Et je pense que tout à l'heure, quand on va voir, on va en parler. Et il faut encourager. L'argile, bon, c'est reconnu. Hein. Voilà, c'est reconnu. Et comme la dame le disait tout à l'heure, on aime bien critiquer, mais la réalité, si la médecine moderne accepter, surtout voilà, que nous sommes au CHU de Trècheville, comme une structure assez sérieuse. C'est naturel. Tout à fait. Donc, voilà. Donc c'est bon pour les populations au total, in fine. Ah oui, c'est bon pour la population. Maintenant, il ne faut pas que les gens exploitent ça autrement, hors des hôpitaux. Comment ça? Alors, là, celui qui part, il part se soigner à la limite. Oui, mais ça, c'est à l'hôpital. Oui, on a l'hôpital. Maintenant, il y aura le marché parallèle. C'est ça qu'il faut craindre aussi. C'est l'Afrique. Hein. Ah oui, il faut... Alors, en tout cas, merci d'être là. Vous êtes M. Aristide Yao, ingénieur des travaux publics, responsable qualité. Vous êtes au LBTP. Et vous allez nous parler donc de l'importance du contrôle qualité des matériaux et de la mise en œuvre dans la construction. Quant à M. Coupeau, il nous parlera de l'architecture des édifices sanitaires, par exemple les CHU. En exemple les CHU, mais chacun pourra donc intervenir à tout moment si besoin est. Alors, M. Aristide Yao, la semaine dernière, nous parlions avec M. Amédée. Oh ouais. Voilà. Là, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. Oui, on parlait voilà. Mais la semaine dernière, j'ai reçu... Monsieur Kwasi Jean-Claude. Monsieur Kwasi. Monsieur Amédée, je ne sais pas pourquoi son nom reste... Voilà. Monsieur Kwasi Jean-Claude, avec qui nous avons parlé, évidemment, on a dressé le tableau, on ne va pas revenir là-dessus. Et aujourd'hui, vous parlez de l'importance du contrôle qualité. Ouais. Alors, évidemment, on dira oui, c'est important. Si on ne contrôle pas, on aura toujours des événements malheureux comme on l'a eu. Mais il faut dire que vous n'avez aucune pression, c'est-à-dire que le constructeur n'est pas obligé de vous appeler à la limite pour contrôler son matériau. Je dirais malheureusement, madame,
Il faut dire que la qualité des matériaux utilisés dans la construction d'un bâtiment est fondamentale pour garantir la solidité et la durabilité de l'ouvrage qu'on est en train de construire. Un promoteur qui construit son bâtiment ne se voit pas obligé, ne se sent pas obligé de consulter le LBTP, mais il est important de faire contrôler l'ensemble des matériaux qu'on utilise dans la construction. Alors, il y en a qui ne viennent pas vous voir. Pour rappel, vous existez depuis 1954. Depuis 1954, le LBTP existe. Vous avez une expertise même au-delà des frontières de notre nation. Oui, le LBTP est intervenu sur plusieurs projets en Afrique, aussi bien occidentale, en Afrique centrale et autres. On est intervenu sur plusieurs projets. Mais malheureusement, sur notre propre sol, il y a des esprits chagrins qui décident de faire comme ils veulent. Alors, est-ce que vous voulez avoir, comme Sécurel, parce que je sais que depuis 1981, il y a une disposition de la loi qui fait en sorte que tout constructeur est obligé de venir vous voir pour avoir donc les avis de Sécurel pour les différentes installations électriques. Oui, ça, je pense que l'État a pris une bonne loi en 1981 pour rendre obligatoire le contrôle des installations électriques intérieures avant leur première mise sous tension. C'est ainsi que Sécurel a été créé. Donc aujourd'hui en Côte d'Ivoire, toutes les installations électriques, avant de bénéficier du courant électrique fourni par le distributeur, doivent avoir une attestation de conformité. On souhaite qu'on puisse avoir ces mêmes décrets pour faire le contrôle systématique, aussi bien l'étude géotechnique avant la construction et le contrôle qualité des matériaux pendant la construction. C'est à partir de la loi qu'aujourd'hui tout citoyen est obligé de faire contrôler son installation électrique. Alors c'est quand même bizarre, on contrôle l'installation électrique, mais les matériaux... Mais quant à vous, aux matériaux, c'est laissé à la... Oui, parce que l'État pense qu'il y a des normes qui sont éditées qui concernent la qualité des différents matériaux qui sont utilisés dans la construction. Tant qu'il n'y a pas de loi qui oblige le citoyen à faire contrôler les matériaux, comme on le dit dans la normalisation, les normes sont à usage volontaire. Donc le monsieur qui construit sa maison, tant qu'il n'a pas une obligation de faire contrôler, c'est volontairement qu'il puisse venir voir le LBTP ou ne pas venir voir le LBTP. Mais aujourd'hui, c'est de faire comprendre aux citoyens que c'est important de faire contrôler les matériaux, tous les matériaux de construction. Aussi bien ces matériaux doivent être contrôlés avant peut-être leur achat, et pendant la mise en œuvre de ces matériaux-là sur le chantier, il faut encore les contrôler. Alors je voudrais savoir, vous êtes le sachant dans ce domaine-là, est-ce qu'il y a du faux en matière de matériaux? Parce que la semaine dernière, on parlait de fer, on parlait de gravier, on parlait de sable. Est-ce qu'il y a du faux en la matière? Malheureusement, il y a du faux sur le marché. Le marché ivoirien, comme tous les autres marchés africains, est infesté par des matériaux qui ne sont pas de bonne qualité. C'est pour cela que quand on veut réaliser un projet, c'est de consulter le LBTP pour qu'il puisse faire des essais. Seuls des résultats d'essais peuvent garantir la qualité du matériau qu'on est. Vous pouvez aller dans le détail? Un essai, c'est quoi? Vous êtes en train de réaliser votre projet, vous avez en vue d'acheter soit des matériaux, ou bien vous avez des matériaux disponibles sur votre chantier. Comme par exemple le fer, je ne sais pas. Comme le fer, le fer, les agglomérés, les briques et autres. Le LBTP va faire des prélèvements et aller faire les essais requis, c'est-à-dire les tests requis pour pouvoir déterminer les caractéristiques de ces matériaux-là. On se retrouve dans quelques instants, tout de suite la réclame, à tout de suite. La RTI présente Bonjour 2014 dans la région du Bélier. Le samedi 25 janvier à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. À partir de 19h, avec les meilleurs humoristes du moment. En cas de cas. Agalawa. Le magnifique. Ramatoulaye. Joël. Les Zinzins. Montana. Le duo Mala Adamo. Coloco Germain. Et d'autres surprises. Venez pour qu'on fasse la fête ensemble.
Tout à fait. Mesdames et messieurs, faites-nous Confiance. À bientôt. Tarif unique, 5 000 francs. Point de vente, les magasins Soum Cosmétiques. Infoline, 22 41 18 01. 45 65 23 23. Bonjour 2014 à Yakou. Ils ont joué au grand jeu RTI Happy New Year et ils ont gagné. Recevons nos gagnants. J'ai joué au jeu de la RTI Happy New J'ai Year. gagné la somme de 50 000 francs. Et j'ai gagné 100 000 francs. Et j'ai gagné 50 000 francs. Et j'ai gagné 100 000 francs. J'ai gagné 100 000 francs. C'est la troisième fois que je gagne. J'ai gagné une somme de 100 000 francs. Cette fois-ci, j'ai gagné la somme de 500 000 francs. On gagne réellement. On va maintenant faites par SMS au 98 070 et tente de gagner 300 000 francs CFA, 500 000 francs, 1 million de francs et un super lot de 2 millions de francs CFA cash pour toi seul. Faites au 98 070, c'est 100 francs le SMS. Rendez-vous ici, en Côte d'Ivoire, un pays dynamique porté par des réformes et des investissements ambitieux. Rendez-vous ici, à la porte d'entrée de l'Afrique de l'Ouest, un marché de 300 millions d'habitants avec de nombreuses opportunités sectorielles. Rendez-vous à ICI, au Forum international des investissements en Côte d'Ivoire. Faites des rencontres enrichissantes et réalisez des investissements fructueux. Participez au Forum ICI 2014 du 29 janvier au 1er février 2014 à Abidjan. Les meilleures opportunités sont ici. Le lancement officiel des chantiers de construction des logements sociaux qui a commencé depuis quelque temps se déporte maintenant dans les régions du Béké et du Bélier et dans le district autonome de Yamoussoukro. À cet effet, Mamadou Sanogo, le ministre en charge de la construction et du logement, sera le jeudi 23 janvier 2014 à Boaké dans le quartier Bobo Extension à 8h30, à 11h à Kounankankro, l'après-midi à 14h30 à Toumoudi, le vendredi 24 janvier à Yamoussoukro, précisément sur l'axe 11 à 8h30, l'après-midi à Boussoussou à 14h30. Ces cérémonies se dérouleront avec le soutien des personnalités suivantes: Jeannot Kwadio Aoussou, Rémi Alakwadio, Conan Nyamien, Raymond Goudou Kofi et Paul Kofi Kofi. Voilà, de retour sur ce plateau, je rappelle que nous sommes en compagnie de M. Aristide Yao, ingénieur de travaux publics, responsable qualité au LBTP. Et en face de lui, nous avons donc M. Koupogno-Leba, vous le savez, tous les jeudis, qui nous accompagne sur ce plateau parlant d'architecture. Aujourd'hui, on s'attellera à comprendre un peu l'architecture des centres sanitaires, des CHU de Côte d'Ivoire, principalement d'Abidjan, je crois. d'Abidjan. Alors, M. Aristide Yao, on parlait donc tout à l'heure des matériaux, de l'importance. Je posais la question, savoir s'il y avait du faux dans cette affaire. Vous avez répondu sans embâche, oui. Oui, il existe des matériaux de contrefaçon sur le marché. Si on prend le cas des fers à béton, aujourd'hui sur le marché, on peut trouver des fers à béton qui n'ont pas les dimensions requises. Il y a certes les dimensions, qui sont les caractéristiques dimensionnelles, mais il y a aussi les caractéristiques mécaniques qui sont très importantes dans la construction. Lors du dimensionnement, on s'attend tous à avoir du fer à béton qui est de nuance FE500, donc 500 mégapascales à l'essai de traction. 500, un peu, voilà. On n'est donc, pas comme je dis, c'est des aciers auxquels on s'attend à avoir une résistance à la traction de 500 mégapascales. Et c'est ce que les bureaux d'études vont utiliser pour dimensionner votre bâtiment. Si vous vous retrouvez avec du FE400, ça veut dire d'abord que les sections ne sont plus adaptées, donc la nuance du FE400 ne peut pas être utilisée à la place du FE500. Voilà. Donc c'est type de matériaux de contrefaçon qu'on trouve souvent sur le marché est préjudiciable pour les ouvrages qui sont... Le FE400 est-il moins cher, pour parler couramment, que le FE500? Pour comprendre un peu ce qui se passe dans la tête des promoteurs. De plus en plus, on entend parler de fer à béton économique. Des fers à béton économiques. Oui, on entend parler de ces thèmes. Bon, c'est des thèmes qui sont utilisés sur le marché. Comme vous dites sur le marché, si je pars de là acheter du fer à béton dans un magasin, je peux entendre ce terme-là. Oui, vous pouvez entendre ce terme. Ces fers à béton qu'on va juger d'économiques ne sont pas de nuance FE500.
Et ça, c'est plutôt à savoir. Oui, je pense que ce qu'il est en train de dire, il pose un problème de fond. Hein. Je pense qu'il y a un contrôle réel à faire sur le terrain, dans les usines pour voir ce qui sort. Parce que nous sommes dans un pays sous-développé, il y a beaucoup de maîtres d'ouvrage qui ne sont pas qualifiés. Bon, en fait, les gens, ils veulent construire et ils ne peuvent pas faire la différence. Le maçon aussi ne peut pas faire la différence. Je pense qu'il y a un contrôle à faire en amont avec le LBTP, toutes ces usines-là pour voir, pour traquer ceux qui font du faux. Ce n'est pas normal qu'on ait... Voilà, économique sont des expressions qui... Mais et du coup, le ça marche citoyen, quand le bâtiment est tout petit. Économique, il se dit, ah, je peux économiser. Ça doit être moins cher. Voilà. Oui. Donc, en dehors de ces faits à béton, on a aussi les agglomérés. Bon, dans le jargon, on va utiliser le terme de briques qui sont utilisées dans la construction. Il avait dit que les briques, la semaine dernière, il y en a qui étaient pas de bonne qualité. Qui ne sont pas de bonne qualité. La norme recommande que la résistance à la compression de ces briques qui seront jugées de bonne qualité soit des B40. C'est-à-dire la résistance minimale de ces briques-là soit de 40 bars. Mais lorsqu'on fait des essais sur des briques, on ne va pas parler de nos amis qui se trouvent en bordure de route. Pour eux, n'en parlons pas, ils ne sont pas organisés. Et puis, c'est pas solide, c'est ça? C'est pas solide. Sur les chantiers... Non, les briques qu'on trouve en bordure de route. Je dis, ils ne sont pas organisés, donc on ne peut pas en parler. Mais tout de suite, avec les essais qu'on a réalisés sur des échantillons... Mais est-ce qu'ils pourraient avoir... Est-ce qu'ils ne sont pas organisés, certes? Oui. D'accord, mais est-ce que dans l'inorganisation, il y a du faux? Il pourrait y avoir du faux, là? Il y a du faux. Là, on peut le dire tout de suite. Non, parce qu'on voit des voitures souvent garées pour aller justement acheter ces briques-là. Comme je l'ai dit, la norme recommande que la résistance à la compression de ces agglomérés-là soit de 40 bars. Oui. Mais quand on fait des tests sur ces types d'agglos, on se retrouve à 10 bars ou à 5 bars. Et c'est pour cela que pendant qu'on est en train de réaliser un projet, c'est de consulter le LBTP. Seuls les résultats d'essai peuvent vous permettre d'attester de la qualité d'un matériau qu'on est en train d'utiliser. Ça a un impact actuel aujourd'hui. Nous avons fait une émission ici, les murs noirs qu'on voit partout. Oui, tout à l'heure, je demanderai donc à Christelle de non, les murs noirs même. Les murs pignons noirs. C'est l'impact. Hein? Les murs noirs. Oui, c'est-à-dire les gens font un immeuble et puis du côté du voisin, ils essaient de rendre étanche le mur en mettant du goudron. Mais en fait, c'est dû au fait que ces briques-là, mais elles sont poreuses. Quand il peut l'eau rentrer par exemple, l'image que nous avons, monsieur. Voilà, là, c'est des moisissures qui ont poussé sur ces murs-là. Le matériau utilisé est-il bon? On dirait non, il y a eu des problèmes. Oui, il y a eu des infiltrations au niveau de cette dalle-là. Donc c'est de l'eau? La conséquence, oui, c'est de l'eau. Donc c'est des moisissures qui ont poussé sur non, je veux dire, est-ce que comme le matériau est bon, on peut toujours assister, pourrait-on assister à ce genre de spectacle? Non, comme il est dit, les matériaux sont définis par des normes, les caractéristiques de ces différents matériaux. Si on doit utiliser un matériau au niveau d'une toiture terrasse, il y a un minimum d'étanchéité que ce matériau-là doit pouvoir avoir. Mais là on sent que ça peut tomber, hein, ça. Oui, ça, avec les fissures qu'on a, par la suite, le bâtiment ira en ruine. Il ira en ruine ou il va s'écrouler? Bon, enfin, s'écrouler, aller en ruine. Bon, donc il faut qu'on utilise les termes exacts. D'accord, le bâtiment va. Oui, parce que la fissure. Oui, ça c'est lié à des matériaux qui ne sont pas de bonne qualité. Je parlais des agglos, c'est des agglos. Donc les agglos qui sont là ne peuvent pas supporter les charges soumises dans leur fonctionnement actuel. Alors pour ceux qui viennent à peine de nous prendre en marche, vous venez à peine d'allumer votre télévision, nous parlons donc de l'importance du contrôle qualité des matériaux et de leur mise en œuvre dans la construction d'un bâtiment avec M. Yao Aristide, ingénieur des travaux publics, responsable qualité au LBTP. Et puis nous avons également la participation de M. Koupo Nyoleba, architecte en chef, vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, architecte spécialisé en habitat rural et urbain dans les pays en voie de développement. C'est avec eux que nous parlons donc de ce sujet-là. Alors, les images tout à l'heure, Christelle, on peut revenir là-dessus. Quand vous parlez de d'agglomérat, voilà, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, qui ne comprennent vraiment pas, ils parlent des briques. Hein, des briques. Des briques.
Il dit que lorsque nous vendons ce genre de choses, faut pas donc commencer à prier. Il faut simplement se dire que, attention, le propriétaire a utilisé des briques qui n'étaient pas solides. Tout à fait. C'est dommage. Ce contrôle des matériaux s'étend à l'ensemble des matériaux de construction. Alors, oui. si cette image, excusez-moi, on sent que le propriétaire essaie de lutter un peu. Oui, il essaie de rattraper, mais Voilà. c'est peine perdue. À tout moment, les fissures vont apparaître à d'autres niveaux. Il va toujours reprendre. Il va chercher à colmater ces fissures, mais à tout moment, voilà, ça va apparaître à d'autres endroits. Excusez-moi, vous avez tourné cette image-là où? C'est une école. Si on peut se permettre de le dire, c'est à Koumassi, il y a une image qui est à Koumassi, il y a une autre qui est d'Abobo. Ça, c'est une école? C'est une école. Oui, c'est une école. Une école. Donc les enfants vont à l'école. Enfin bon, c'est une école, tout le monde comprend, mais c'est grave. Oui, c'est parce que là, il n'y a pas eu de contrôle des matériaux de construction lors de la réalisation de... Et à la mise en œuvre aussi. On sent que c'est mal construit. Et il essaie de colmater à chaque fois. Hein. Oui, comme il le dit, c'est peine perdue. Il va tout le temps de voir le LBTP pour faire une expertise, pour déterminer les causes réelles et lui proposer des solutions pour résoudre le problème une fois pour de bon. Était-il dans l'école, enfin à l'école, lors de ce tournage, ce propriétaire ou je ne sais pas? Non, le propriétaire n'était pas en présence. Est-ce que le message a-t-il reçu un message? A-t-on laissé un message pour que juste après, enfin, pour qu'il contacte le LBTP? Oui, on lui a demandé de contacter le LBTP pour lui proposer des solutions. C'est une fissure, le mur, c'est ça? Non, là, ce n'est pas une fissure, Okay, c'est un décalage en deux bâtiments. Ça, c'est des problèmes de fondation. Aujourd'hui, on parle plutôt de matériaux, des matériaux de construction. L'écart est plus grand en haut. Voilà, ça, c'est... L'écart est grand. Ceux qui ont construit, c'était la nuit ou quoi? Il n'y a pas de lumière. Enfin, bref. Et c'est dommage parce que des enfants vont dans cette école-là. Il faut vraiment réagir au plus vite. Hein. Si vous êtes le propriétaire de ce bâtiment que vous reconnaissez à l'écran, il faut contacter au plus vite le LBTP avant que l'irréparable ne se produise encore une fois. On n'a vraiment pas besoin de ça en ce moment. C'est pas juste. Alors, ce genre de choses, il y en a légion, malheureusement. Oui. Malheureusement, ce type d'exemple culmine au niveau d'Abidjan. Aujourd'hui, l'invitation qu'on voudrait faire à la population ivoirienne, c'est que s'ils ont un projet, de contacter le LBTP pour tout d'abord leur faire une étude géotechnique et après, pendant la construction de leur ouvrage, et de faire contrôler l'ensemble des matériaux de construction. Quand je parle de l'ensemble des matériaux de construction, il s'agit aussi bien des agglos, comme on l'a vu, du sable, du gravier, du béton, des carreaux, des mortiers-cols. Là encore, il y a... Du sol également qui servira? Oui, du sol. Le mortier-colle qui est utilisé pour la pose des carreaux. Là encore, on a aussi des produits de contrefaçon au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est incroyable. Bon, à la limite, la contrefaçon existe, certes, mais on n'est pas obligé. Oui, on n'est pas obligé d'utiliser les produits contrefaits. Donc, la seule garantie qu'on a pour s'assurer de la qualité des matériaux qui sont utilisés, c'est de faire contrôler. Est-ce que c'est facile de faire contrôler? Parce qu'il ne faudrait surtout pas aussi qu'on puisse dire oui, on aimerait faire contrôler, mais au LBTP, ça prend le temps, la lenteur administrative. Est-ce que c'est rapide? Est-ce que c'est facile de le faire? Oui, c'est facile, c'est rapide. Mais enfin, les thèmes rapides, c'est tous les essais que nous faisons au LBTP sont régis par des normes. Si on prend le cas des mortiers-cols, les essais vont se faire à 28 jours d'âge. Bon, donc, 28 jours d'âge, pour moi, c'est rapide, mais vous n'aurez vos résultats qu'après 28 jours. Ça, c'est le cas des mortiers-cols. Ça, c'est la norme. C'est la norme. Voilà. Maintenant, si on prend les agglomérés, les essais se font à 14 jours d'âge. Bon, donc là, si vous confectionnez vos agglos aujourd'hui, 14 jours après, vous pouvez avoir les résultats. Mais en tout cas, c'est mieux que d'aller à volo et puis après de se retrouver 6 pieds sur terre. Ouais. Donc, parlant toujours des matériaux, nous faisons le contrôle aussi des peintures, des tôles
Là aussi, il y a du faux, la peinture. Madame, non, mais dites-moi, je ne sais pas. La peinture, quand on peint le bâtiment, après 2 pluies, on ne voit plus de peinture. Enfin, le faux existe partout. Hein. Le faux existe partout. Vraiment, voilà, tous les matériaux de construction, comme le dit, pour avoir la certitude qu'on a des matériaux de bonne qualité, c'est de contacter le LBTP. Là encore, c'est des problèmes de sol, là principalement. C'est des problèmes de sol. C'est un terrain, un ouvrage qui a été réalisé dans une zone marécageuse. Donc c'est des remontées par capillarité qui se développent sur cette terrasse. Alors, comment devra réagir, pour terminer, celui qui se retrouve, qui habite dans une maison et qui constate tout ce que nous dénonçons? Comment devrait-il réagir? Quelles sont les questions qu'il faudrait poser? Monsieur Coupeau, vous dites? Non, c'est terrible. Hein? Je regarde... Ce sont des espaces de sport. Hein? Normalement. Oui. Enfin, créés pour le sport. Si on est confronté à ces différents phénomènes, c'est de contacter vraiment le LBTP. Le premier réflexe que le citoyen doit avoir, il a ces types de problèmes, il a des désordres qui se développent dans son bâtiment, il contacte le LBTP. Voilà, le LBTP va faire une expertise, trouver l'origine de son problème et lui proposer des solutions pour remédier à tous ces problèmes-là. D'accord. Alors, à quel numéro on vous contacte? Le LBTP, la ligne directe, la ligne du standard, c'est le 21 21 23 01 ou 21 21 23 23. On va reprendre encore les numéros. 21 21 23 01, 21 21 23 23, 3 fois lbtp.org. Merci beaucoup. Merci d'être venu, Monsieur Yahou. Vous restez en notre compagnie. Nous allons dans quelques minutes prendre langue avec notre vice-président, le vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Nous parlerons aujourd'hui de l'architecture sanitaire des CHU d'Abidjan. Mais avant, cet élément de la Jeune Chambre internationale de Côte d'Ivoire. Regardez. La Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire est présente dans 22 villes avec 26 organisations locales membres OLM, parmi lesquelles la Jeune Chambre internationale de Bingerville. La Jeune Chambre internationale est une fédération mondiale de jeunes présente dans plus de 100 pays, avec plus de 200 membres à travers le monde, dans plus de 5000 communautés. Notre mission, c'est d'offrir des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. Beaucoup de personnes parlent de sectes, en réalité, il n'y en a rien. La Jeune Chambre offre beaucoup d'opportunités et demande aux jeunes d'être plus curieux, de se rapprocher de la Jeune Chambre pour voir réellement ce que nous faisons. Je m'engage solennellement à remplir fidèlement mes fonctions de présidente exécutive 2014 de l'OLM de Bingerville. Les fonctions de présidente exécutive 2014 de l'OLM de Bingerville. Alice Kokola est la présidente exécutive pour l'année 2014 de la Jeune Chambre internationale de Bingerville. Un mandat s'est terminé, un autre mandat s'ouvre. Et en cette heureuse circonstance où je me tiens en qualité de présidente pour la mandature 2014 de DCI Bingerville, je voudrais réitérer mes remerciements à tous les membres de la Jeune Chambre internationale Bingerville qui, au soir de la 26e convention, ont bien voulu me porter à la tête de notre prestigieuse organisation. Le représentant du parrain, Koulibaly Amadou, a salué l'initiative. Je voudrais, au nom du parrain, vous dire merci, vous féliciter pour tout ce que vous faites, pour toutes les actions que vous posez pour le bien-être, pour l'avancement de l'humanité. En Côte d'Ivoire, la Jeune Chambre internationale a été créée en 1957.
Voilà donc Alice Kokola, notre collaboratrice, qui est maintenant la présidente de la jeune chambre de Bingerville. Et les membres donc, que vous venez de voir, tout de suite, c'est M. Coupeau qui prend le relais. Alors, je l'ai déjà annoncé maintes fois, l'architecture des centres sanitaires de Côte d'Ivoire, principalement d'Abidjan. Alors, pourquoi s'intéresser à ce sujet? Bon, nous pensons qu'à un moment donné, il faut aller visiter les œuvres architecturales. Et l'architecture hospitalière est particulière. Et donc, depuis près de 75 ans, on a quand même eu un hôpital en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. C'est l'actuel CHU de Trècheville. Le premier. Ouais, qui était un hôpital colonial. Voilà, colonial. Et après, donc, l'indépendance, il y a d'autres hôpitaux qui ont été construits, notamment le CHU de Cocody, qui a près de 40 ans. Et puis, il y a le CHU de Yopougon, qui a près de 25 ans. Ah, ça passe vite, hein? Voilà, comment tous ces hôpitaux-là se comportent, leur impact sur leur environnement immédiat, leurs entrées. Et puis, bon, ben, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Est-ce qu'il y a des rajouts? Nous sommes allés voir pour donner peut-être simplement quelques petits conseils. Et on a commencé par le premier, donc, CHU, c'est celui de Trècheville, qui a une entrée très particulière, a une grande voie qui arrive avec un rond-point. On sent que l'architecte, ceux qui l'ont fait avant, veulent annoncer quelque chose. Voilà, ils ont fait une entrée un peu particulière, ce qui fait que jusqu'à après 75 ans, l'entrée est fluide, tout se fait d'une manière normale, même quand on fait des petites corrections, les corrections tiennent. Et après, on verra aussi à Cocody. Et donc, ces trois hôpitaux-là, c'est trois types. Hein. Il y a l'hôpital donc pavillonnaire, celui de Trècheville, il est pavillonnaire, horizontal. Ce sont des pavillons qui ont été construits et donc reliés par des rues. Et vous allez voir comment les gens se comportent là-dedans. C'est comme un gros village, c'est construit sur 42 hectares. Trècheville. Trècheville, presque un cinquième du plateau. Hein. Wow. Voilà, c'est très vaste. Et comment ça a été fait? Vous voyez de la voie, quand on entre, voilà, jusqu'au portique, là, de part et d'autre, vous avez des courbures, là. On a l'impression d'avoir affaire à une voie triomphale. Voilà. Et ça, ce sont des corrections qui sont venues après, mais ça tient. Ça tient. Ça dit qu'au départ, la conception a été bien faite. C'est-à-dire l'architecte qui a imaginé donc l'espace, non seulement il a conçu les bâtiments, mais les entrées, tout ça, il n'avait pas pensé aux vendeurs ont été ambulants, intégrés. hein, l'architecte. Il n'a pas pas pensé aux vendeurs ambulants. Ah oui, bon, ça c'est un phénomène voilà, ivoirien, africain. Mais il faut tenir compte de ça dans les conceptions. Voilà, on dit qu'il faut concevoir l'espace en fonction de l'utilisateur. Il ne faut pas imaginer autre chose. Donc là, vous voyez les entrées piétonnes et l'entrée véhicule. C'est comme un entonnoir. Hein, vous sortez d'un espace restreint et puis allez vous déboucher sur un grand carrefour, un grand rond-point. Et tout se fait d'une manière naturelle parce que tout est déjà bien tracé. Et à partir du portique, donc le contrôle se fait là. Et quand on va, voilà, on entre. Voilà, ça c'est l'autre côté. Vous voyez les protections entre la voie piétonne et puis, voilà, la voie des véhicules. Il y a une séparation nette. Là, il faut reconnaître que les différents directeurs qui sont passés là ont veillé à cela. Mais c'est dû au fait que l'espace a été bien conçu au départ. Ça, il faut le retenir. Là, on est à l'intérieur, après le corridor. Et l'espace que je montrais tout à l'heure, où il y a les courbures, dedans étaient prévus des logements de fonction. Toujours dans l'esprit de reculer l'hôpital plus loin du bruit. Vous voyez, il y a des espaces tampons. Ça, c'est un élément qui a été ajouté après. Et il y a eu un constat, certainement, et on s'est rendu compte qu'on se promène beaucoup là-dedans pour aller en consultation externe, aux urgences. Donc, certains services ont été rapprochés de l'entrée. On a l'administration, on a les entrées, on a, comment on appelle ça, les urgences, on a les consultations externes. Est-ce que cela dénote de l'ambiance générale? C'est-à-dire? Est-ce que ce qui a été rajouté dégamme par rapport à l'existant? Bon, au niveau de l'architecture, il faut reconnaître que, bon, on ne peut pas copier cette vieille architecture. Exactement, je veux dire. Celle qui est devant, elle est ultra moderne et puis elle annonce en même temps un hôpital moderne. Les couleurs sont les mêmes. Bon, les couleurs varient un peu.
Les couleurs varient un peu. Là-bas, le revêtement, il est différent. Ici, c'est de la peinture. Là-bas, c'est du carrelage. Okay. Ça, ce sont les vieux bâtiments, ça. Et donc, c'est un hôpital pavillonnaire où tous les déplacements se font par des voies. Ce n'est pas sans inconvénient. Ce qui est intéressant, quand le malade, la population arrive, elle est plus à l'aise parce qu'elle se croirait dans un gros village. Mais le personnel, lui, il a des difficultés de déplacement. C'est pour cela, après, il y a eu une autre vision. Les architectes ont vu que ce type d'hôpital présente beaucoup d'inconvénients. Et là, même quand il pleut, on ne sait plus. Surtout qu'il n'y a pas de galerie. D'un service à un autre, celui qui veut aller faire une radio, il est coincé quelque part. Donc, après ça, il y a eu des études qui ont été menées et les gens ont fait des hôpitaux en bloc, vertical et en hauteur. Donc ce genre d'architecture pavillonnaire a montré ses limites. Ah oui, mais chaque architecture même a montré ses limites. Hein, et après, on a eu quand même une architecture intermédiaire. Et ici, nous avons voulu montrer... Ce que nous avons remarqué là-dedans, à part ce bâtiment qui se dresse, vraiment qui donne une belle allure donc, à l'hôpital, en arrière-plan, il y a d'autres bâtiments qui s'ajoutent, mais on sent qu'il n'y a pas eu une étude d'ensemble. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la densification. C'est comme une ville. Hein. La ville, à un moment donné, au départ, il y a des grands espaces et après, on essaie de densifier, construire d'autres bâtiments. Et là, il y a des bâtiments qui ont été construits, mais ce n'est pas parti d'un plan de masse. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'un plan d'ensemble, on peut regarder, on dit, bon, il y a des vides. Et si on veut faire l'extension de cet hôpital, si on veut prévoir d'autres constructions, voilà des éléments, des endroits où on peut les construire et on fait des galeries de liaison. Et le jour où on a envie de construire, on a déjà le plan de masse. Quand on construit, ce n'est plus au hasard. Mais quand on rentre là-dedans, il y a beaucoup de bâtiments qui ont été construits et il n'y a pas de liaison. Et finalement, ça fait un peu, bon, je dirais, ça dégamme. Voilà, cacophonie un peu. Voilà, c'est ce qui fait un peu. Mais c'est dû au fait que ce type d'hôpital, c'est comme ça, on a envie de mettre un nouveau service. Bon, on regarde, l'espace est là, on le construit, mais on ne tient pas compte de l'existant. Voilà, de l'existant, et souvent ça fait un peu... Mais il y a des bâtiments qui sont vieux quand même aussi. Ah oui, mais il y a des bâtiments qui ont 75 ans, mais qui tiennent. Tout à l'heure, l'ingénieur parlait des matériaux. Quand c'est de bonne qualité, ça traverse le temps. C'est clair. Vous allez voir tout à l'heure le CHU de Cocody. C'est un bâtiment ultra moderne, mais qui tient, il est intact, c'est vrai. Bon, les intempéries jouent quand même sur certains matériaux, mais ça a été bien construit, bien contrôlé. Tout le sol a été contrôlé au départ, tous les matériaux, et donc ça traverse le temps. Un bâtiment, on ne le fait pas pour 2 jours. Hein. Il y a Oui, c'est clair. Voilà, on vous a dit... Mais surtout que lorsqu'on parle de CHU, il faut que le malade qui arrive déjà en souffrance, lorsqu'il voit le bâtiment, ils se disent... il faut qu'il soit rassuré. Merci. Il faut qu'il soit rassuré. Effectivement, ça a un impact psychologique sur le malade qui arrive dans un hôpital de bloc quand il arrive. Bon, il y a 2 façons d'arriver. Hein. On peut arriver couché comme on peut arriver donc soi-même en marchant ou bien dans un véhicule. On descend et puis on découvre l'espace. Avec des couleurs qui apaisent. Voilà, des couleurs aussi qui apaisent. Mais en même temps, la psychologie du malade, quand il arrive, quand il voit un hôpital gigantesque, il peut avoir peur. Hein. Ça peut faire peur. Il y en a même qui retournent, hein, il dit, est-ce que moi on peut me recevoir, tout ça. Or, quand il est éclaté comme celui de Treichville... Mais qui a montré ses limites parce qu'on marche beaucoup oui, aussi. Oui, qui a montré ses limites, mais il y aura un hôpital intermédiaire, les architectes ont réfléchi. Après l'hôpital bloc, qui a été construit après... Et on se retrouve dans quelques instants pour savoir ce qui a été construit après, juste maintenant la réclame. Voilà. Enfin, le numéro 1 mondial des 2 roues roule en Côte d'Ivoire. Hero Moto, au-delà du style, de la qualité et du confort. La scooter, plus classe, plus chic. La Charisma ZMR, laissez battre votre cœur. La Honk, devenez le roi de la séduction. La Glamour, la Splendor, la Passion. La Thriller, vous serez tous séduits par le numéro 1, Hero Boaké, route de Catiola, en face de l'immeuble Fanny. 31 64 07 55. Hero, numéro 1 mondial des engins à 2 roues. Bonjour 2014,
2014, Boaké. Sous le parrainage de Jean Kwasi Abonois, président du conseil régional du Béquet. La RTI organise son événement d'humour. Le vendredi 24 janvier, à l'ancien stade, à partir de 19h. Avec Joël. Magnifique. En cas de cas. Agalawal. Montana. Ramatoulaye. Les Zinzins. Et bien d'autres. Qu'on passe la fête ensemble. Tout à fait. Mesdames et messieurs, faites-nous confiance. À bientôt. Entrée 2000 francs. VIP 3000 francs. Point de vente RTI Boaké. Bonjour 2014 dans le Béquet. Infoline 22 41 18 01 45 65 23 23. Sous la présidence d'honneur et la présence effective de Madame Henriette Dagri-Diabaté, grande chancelière de l'Ordre national, et avec la participation de Madame Anne-Désirée Ouloto, ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, le maire Medji Bamba, le conseil municipal et les cadres de la région de Gagnoa invitent tous les ressortissants et les amis de Gagnoa à la cérémonie d'investiture du maire de Gagnoa. Du vendredi 31 janvier au samedi 1er février 2014, c'est la fête à Gagnoa. Gagnoa, terre de brassage, Gagnoa, terre de talent et de fraternité, Gagnoa, pont vivant entre le passé, le présent et l'avenir. Rendez-vous à Gagnoa, bonne et heureuse année 2014. Cérémonie d'hommage aux artistes Guy Jean du Pantalon Baou Baou et Guy Victor du Lékiné. Sous le parrainage du ministre Maurice Kwaku Bandama, ministre de la Culture et de la Francophonie. Sous la présidence du ministre Dagobert Bandio, président du conseil régional du Cavalier. Et en présence de tous les élus locaux du Grand Ouest, le conseil régional du Cavalier rend hommage à ces deux illustres fils de la région. Le vendredi 24 janvier 2014 à l'espace Félix Houphouët-Boigny de Guiglo, avec la participation des artistes web. La RTI présente Bonjour 2014 dans la région du Bélier. Le samedi 25 janvier à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. À partir de 19h, avec les meilleurs humoristes du moment. En cas de cas. Agalawa. Le Magnifique. Ramatoulaye. Joël. Les Zinzins. Montana. Le duo Mala Adamo, Koloko Germain. Et d'autres surprises. Venez pour qu'on fasse la fête ensemble. Tout à fait. Mesdames et messieurs, faites-nous confiance. À bientôt. Tarif unique, 5000 francs. Point de vente, les magasins Zoom Cosmétiques. Infoline, 22 41 18 01 45 65 23 23. Bonjour 2014 à Yakou. L'architecture des centres hospitaliers, tel est le sujet que nous abordons avec M. Koupo Nyoleba. Il nous parlait donc, on disait tout à l'heure, que l'architecture, au premier abord, soit encourage le malade ou lui dit, mon Dieu, est-ce qu'on s'occupera de moi? Ah oui, effectivement. Bon, dans l'hôpital pavillonnaire, le malade est plus à l'aise que le... C'est sans famille. Voilà. Mais il marche beaucoup. Mais le personnel aussi se déplace beaucoup et donc il y a des inconvénients. Quand il pleut, les éléments ne sont pas reliés, souvent ça pose... Voilà. Même si vous avez... Ça dépend des pluies aussi. C'est vrai. Même le parapluie couvre la tête, mais il ne couvre pas les pieds. Surtout pour un malade. Clair. Donc c'est un hôpital qui a montré ses limites. Mais qui mérite d'être corrigé. L'architecture en tout cas. L'architecture, voilà. Et les éléments de liaison, il faut créer des galeries et autres. Et bon, ce qu'on regrette un peu dans ce gros village, je dirais, du CHU de Trècheville, c'est qu'il y a beaucoup de constructions qui se font et qui ne tiennent pas compte de la première, enfin, l'architecture qu'ils ont mise en avant. Voilà, il faut qu'il y ait une certaine harmonie. À un moment donné, on ne pourra plus construire. Donc je pense qu'il faut voir quand même un architecte pour qu'on étudie le plan de masse. Voilà, ne serait-ce que le plan de masse prévoit des espaces d'extension pour que rien ne se fasse au hasard. Même les vieux bâtiments, à un moment donné, on peut les remplacer. Mais vraiment, on n'utilisera pas les anciens matériaux, mais vraiment avec des choses qui nous rappellent l'existence. Quand le bâtiment montre ses limites, on peut le remplacer. Et là, c'est ce qu'on appelle la rénovation. Ça, c'est de la rénovation. C'est-à-dire, il y a des espaces, on les restructure, et puis bon, on leur donne un budget pour ça. Ah, il y a un budget. Vous savez, bon, vous allez voir tout à l'heure vers la fin de nos images, on a un hôpital public. En France, les hôpitaux publics sont... Attention, hein, les moyens, on met les moyens. Et puis on ne construit pas pour aujourd'hui seulement. C'est pour l'éternité. Donc il y a des bâtiments en France qui ont 1000 ans qui existent, hein, que les gens exploitent. Et à chaque fois qu'il y a un petit problème, on essaie de... Voilà, il faut réhabiliter, il faut retoucher ce qui ne va pas. Il ne faut pas laisser jusqu'à ce que, bon, ça prenne un coup. Et puis bon, parce que quand ça devient cher,
finalement, la rénovation revient très cher. Voilà, avec Christelle Akoussa, nous avons les images du CHU de Cocody, on peut y aller. Donc, CHU Cocody bâti... Voilà. Nous sommes partis depuis l'INSAC. C'est un grand boulevard qui mène donc à cet hôpital, qui part avec 2 fois 3 voies, et vers la fin qui finit avec 2 fois 2 voies. Et voilà, on s'en va, on va donc au CHU. Et c'était créé... Et c'est une voie qui mène en même temps à l'université. À l'université, c'était pas fait exprès. Voilà. Ça a près de 40 ans, cet hôpital. 40 ans. Voilà, près de 40 ans. Alors, donc, voilà, les petits commerces toujours. Non, mais ce sont nos habitudes. On n'est pas exigeants, hein, nous, les clients. Voilà. C'est-à-dire, on n'aime pas voir une rue vide. C'est pas possible. Non, oui, il y a une école à côté, dont il y a un regroupement humain. Donc, vers les 10 heures, les étudiants sortent, ils vont acheter quelque chose. Alors, donc, on parle, donc mais il faut organiser tout ça. Là, on arrive au CHU. Voilà. Et de l'autre côté de la rue, il y a une église et une école. Ouais. Sinon, des écoles. J'en parle parce qu'il y aura un impact. Ouais. Et donc, on a ce marché là maintenant. Hein. Et voilà. Et plus loin, on a l'université. Voilà, on arrive. Donc. C'était prévu la gare au total auparavant, dans le projet initial. Oui, il y a un arrêt de bus pour l'hôpital quand on arrive. Maintenant, il y a un élément qui s'est ajouté. Donc, je crois que c'est le terminus des bus des étudiants. C'est ajouté près du CHU. Ça, c'est en face du CHU. On va en parler tout à l'heure. C'était pas prévu à l'époque. Non, mais ça vient d'être fait. Hein. Ok. Ça vient d'être fait. Ça vient d'être fait. Est-ce qu'il y a un impact? Moi, ce qui m'a gêné un peu, c'est placé vers la sortie de la morgue. Il y a la faculté de médecine, donc l'entrée est par là, et aussi l'entrée de la morgue. Qui est non loin de l'arrêt de bus. Oui, moi ça me gêne un peu. Et puis voilà comment l'architecte a intégré donc la rue à l'entrée de cet hôpital. Donc on a le côté entrée piétonne et puis entrée véhicule, où les ambulances passent voilà, où le personnel passe aussi pour pouvoir avoir accès à l'hôpital. Et donc quand on est... Et le bâtiment, donc l'hôpital même, le CHU, est dans le fond. Toujours le souci d'éviter le bruit. Par rapport donc... Normalement. Voilà. Et bon, on monte beaucoup ce panneau là. Hein. Oui, parce que c'est la vérité, ça commence par la propriété. Mais déjà, l'entrée, quand l'entrée est envahie par le commerce, c'est compliqué de respecter ce slogan. Voilà. Donc voilà l'hôpital bloc. Vous voyez, on part d'un hôpital pavillonnaire, mais ça, on a suivi un peu l'architecture hospitalière française. Hein. La France, après la Deuxième Guerre mondiale, a construit des grands hôpitaux. Moi, j'ai connu un à Marseille, mais qui fait près de, je ne sais pas moi, 30 niveaux, mais qui aujourd'hui n'est pas opérationnel. Et cet hôpital-là a commencé à montrer ses limites. La preuve, les consultations externes ont été sorties et ont été construites à l'entrée. Déjà, on a compris que quand tout le monde vient là-dedans, ça pose un problème de circulation. Voilà les consultations externes qui ont été retirées. C'est un rajout. Mais c'est une architecture, un peu lourde, qui aurait pu tenir compte de celle-ci. Voilà le bâtiment. Mais une belle architecture, ça je vous dis, une conception extraordinaire qui a été conçue par DLM. Et voilà des rajouts. DLM, et l'hôpital est en train de montrer. Ivoirien, Non, c'est trois architectes. Voilà, c'est une abréviation en fait. D'Albas. Bon, et là c'est le parking. Et déjà, cet hôpital, on a compris que l'hôpital bloc pose un problème de fonctionnement. C'est-à-dire c'est une machine très lourde. Les ascenseurs, les monte-charges, tout ça. Les escaliers quand il y a des pannes. Il y a des services qui ont commencé à être retirés. Et en arrière-plan, comme il y a de l'espace, d'autres services ont été construits. Mais toujours, mon souci, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un plan d'ensemble. On ajoute de nouvelles constructions. Comme ça. On ne tient pas compte de l'architecture qui est là. Et après, ça fait un peu... Hein? Vraiment, il faut voir les spécialistes. Vous voyez, déjà même au sol, l'architecture varie d'un bâtiment à un autre. Ça, c'est... Voilà. Et regardez cette architecture. Elle n'attend qu'une petite couche de peinture pour la réveiller. À l'époque, c'était quoi? Du blanc, non? Ou du bleu? Non, il y a un peu de gris. Il y a la couleur du béton même. Et puis, il y a un peu de gris. Et puis, il y a un bleu
un bleu un peu foncé, qui n'est pas agressif comme celui qu'on voit là. Parce que les gens ne savent pas que quand le bleu est un peu lourd, l'effet qu'on recherche, il ne l'a plus. Le malade, s'il fait 39, il passe à 40. D'accord. Voilà, donc ça c'est le CHU de Cocody. Mais ce qui nous a frappé, bon, il y a un acte qui a été posé, dans l'immédiat ça marche. C'est-à-dire la gare qui a été faite devant, les étudiants viennent là. Mais quand il y a attroupement humain, il y a toujours des commerces qui se développent. C'est-à-dire le commerce qui est là peut-être pour l'hôpital et les écoles va se multiplier. Et puis, supposons, je touche du bois, hein, parce que nous en architecture, on prévoit toujours l'imprévisible. S'il y a un grand sinistre dans la zone de Cocody, et que le CHU est sollicité, c'est là qu'on va voir que la gare qu'on vient de faire là va poser problème. C'est-à-dire des rajouts en architecture posent souvent des problèmes. C'est une petite gare, c'est vrai, il y a du monde. Il peut avoir... Ça. Non, mais moi je le dis. Bon, il faut toujours, dans la conception, quand on conçoit une salle, une grande salle de réunion, on prévoit toujours une porte de secours. Parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir... Voilà, c'est de ça que je parle. Exactement. Voilà, je veux dire, actuellement ça marche, mais d'ici un certain nombre d'années, ça va poser un problème. Bon, ça c'est l'architecte qui parle. Moi, le regard pointu de l'architecte. Voilà. Et maintenant, après ça, on a un hôpital intermédiaire qui est semi-pavillonnaire. C'est-à-dire du pavillonnaire donc éclaté au bloc donc vertical. Les architectes ont réfléchi et ont trouvé une architecture intermédiaire. Et là, c'est Yopougon. C'est le CHU de Yopougon. Qui a 25 ans, vous avez dit? Qui a près de 20, si on veut voir 24 ans, ça a été ouvert en 90. Voilà. Ça a été ouvert en 90. Excusez-moi, monsieur, c'est un immeuble noir, la couleur est noire. Mais c'est de ça que je parlais tout à l'heure, les murs noirs. Quand l'ingénieur parlait, il peut dire un mot là-dessus. Oui, c'est pour éviter le problème d'infiltration des eaux. Ils ont mis du goudron. Oui, ils ont mis du goudron. Pendant les saisons des pluies, vous allez voir que de par la porosité des agglomérés qui sont utilisés, l'eau va s'infiltrer et communiquer avec les chambres. À l'intérieur. Voilà. Donc la couleur est noire, hein? C'est ça? Oui, mais ils pensent faire l'étanchéité, voilà, mais qui en réalité capte les rayons solaires et qui chauffe la maison, et cette chaleur-là qui n'est en plus pas bonne pour les habitants. Si les parpaings, les agglos, donc les briques avaient été bien dosées, on n'aurait pas besoin de faire ça. Voilà. Généralement, c'est des murs même qui sont en voile de béton. Bon, mais comme il n'y a pas assez d'argent, moi je conseille même qu'on puisse faire... on peut prendre des briques pleines. Oui. Et ça pose des problèmes. Bien sûr. Mais heureusement, quand on a fait une émission là-dessus, là, à Cocody, il y a beaucoup qui ont corrigé, qui ont commencé à peindre, parce que finalement... Bon, ici, l'hôpital de Yopougon, il faut l'entrée a été ratée. Parce que quand l'hôpital se construisait, c'était un terrain vague, vide. En face, vous voulez dire? Tout était vide. Mais l'architecte, quand il a conçu, il a mis son nouveau d'entrée. Et puis bon, il s'est arrêté là. Il n'a pas prévu. Il a peut-être dessiné une voie qui arrive, une voie d'accès. Mais lui n'a pas prévu ce qui devait arriver après. En face. Ceux qui ont fait le lotissement, qui ont fait donc un lotissement d'habitat en face, n'ont pas tenu compte de l'hôpital. Ils ont laissé la petite rue. Ils n'ont pas eu la présence d'esprit de faire dégager un espace d'au moins 200 mètres entre l'entrée. Parce que la rue est très mince là. Elle est étroite, mais je vous dis, si vous arrivez pendant la saison des pluies, c'était un seul sens. Hein. Là, les gens sont obligés de faire les deux sens parce qu'au bout, de la voie de l'autre côté, la voie s'est affaissée. Et quand il pleut, il y a de l'eau. Moi, je demande au maire de regarder. Mais qu'est-ce que le maire va faire dans cette affaire? Non, il peut regarder, faire appel donc au ministère des Infrastructures, faire une étude et revoir cette entrée-là. Parce que ce bijou, ce joyau architectural-là, meurt par... Est-ce que l'entrée n'est pas trop lourde? Non, c'est le recul qu'il n'y a pas. Il faut tout à fait. Il n'y a pas suffisamment de recul. Mais le bâti, vous avez vu tout à l'heure les deux CHU là. Oui. La force, c'est que... Il y a un recul. Il y a un grand recul. Le bruit est normalement éloigné. Voilà. Mais là, Yopougon... De leurs appartements, ils voient carrément dans l'hôpital. Dans l'hôpital. Ce qui n'est pas... Non, c'est même pas conseillé. Et puis là, quand une ambulance arrive, qui a un petit embouteillage, en train de sonner à partir d'une certaine heure, le klaxon, tout ça, les gens sont dans les appartements. C'est même gênant.
C'est même gênant. La voie est trop Voilà, étroite. vous voyez. Et en plus, bon, le petit commerce est développé. Comme d'habitude. Elle est étroite. Et les bus arrivent là. Quand un bus arrive, quand un gros camion vient en face, c'est fini, personne ne peut passer. C'est dommage. Voilà. Et donc, c'est une architecture qui a montré ses limites dans la conception. Donc, quand l'architecte conçoit, il doit aller jusqu'au bout. L'entrée d'un hôpital, vous allez voir, il y a un hôpital qui se construit actuellement. Et à Angré. À Angré. Et le même phénomène va se reproduire. À Angré. Parce que ceux qui l'ont conçu n'ont pas tenu compte de l'entrée de l'hôpital. Voilà. Donc, quand une ambulance arrive, elle est prioritaire. Bien sûr. Mais là, souvent, elle est coincée parce que le bus ne peut pas s'enlever. Il y a un gros camion qui est là, il y a plein de véhicules, il y a les piétons, il y a le commerce, il pleut. Donc, ça pose un problème. Maintenant, on entre à l'hôpital, toujours un espace tampon entre l'entrée et donc l'hôpital lui-même. Il est semi-pavillonnaire, ça fait R+3 maximum. Et ce qui est intéressant, les accès, voilà, vous voyez les escaliers là, c'est pour avoir accès aux hospitalisations. On n'a pas besoin d'aller par l'accueil, voilà. Et là, j'aime la couleur. Ah oui, c'est une couleur beige qui demande... C'est reposant. Et les gazons sont taillés, il y a des arbres. Ah oui, oui. Comme dans les autres. Bon, les barbelés, il faut les revoir. Il faut faire comme le CHU de... Monsieur Kopo, je savais qu'elle allait regarder les barbelés. Non, ça peut même blesser. Hein. Ça peut blesser quelqu'un. Ça peut blesser, surtout quand on vient avec des enfants. C'est clair. Il faut revoir. Et c'est vrai, les gens traversent le gazon, mais on peut faire un petit truc même, je ne sais pas moi. Et là? Là, on a voulu montrer les pavés, qui ont près de 25 ans. Hein, l'ingénieur là, c'est en béton. Et les dimensions sont petites. Les véhicules passent là-dessus. Pour aller jusqu'à... Voilà, la preuve est là. Ça tient parce que... C'est bon. C'est bien fait. Bon. Oui. Donc, il y a eu on peut faire des pavés. Requis qu'il faut et c'est bon. Voilà, c'est un message. Et à côté, il y a même, si on va plus loin, on a montré le trottoir en bitume qui est fissuré complètement, qui a montré ses limites. Alors que le pavé tient. Il tient. Les deux ont été faits à la même époque. À la même époque. Donc c'est dit qu'il ne faut pas qu'on ait ce complexe-là. Le pavé, c'est un matériau qui peut revêtir le sol. Mais est-ce que le blanc, d'ici 20 ans, pourrait être toujours ce blanc-là? Mais ça, c'est du carrelage. Hein. C'est du carrelage. C'est pas de la peinture. Maintenant, il faut nettoyer. Voilà. Ça, c'est nettoie. Ça, c'est nettoie. Il y a des produits. Et ce qui m'a plu, c'est cet escalier. C'est beau. Et c'est propre. Le visiteur a des heures de visite, il monte. Et puis le carrelage, les couleurs ont été bien choisies. Ça fait les couleurs de la boue. Ouais, donc quand vous marchez, même s'il y a du sable, on peut nettoyer facilement tout ça. En rappelant que ce carreau-là, ça se nettoie. Hein? Ça se nettoie, oui, ça se nettoie. Sinon, dans 20 ans, il ne faut pas... Là, on peut parler de qualité de ces carreaux. Voilà. Pour des zones qui vont recevoir du public, on trouve souvent sur le marché des carreaux, mais qui, à l'usage, vont se dégrader. Après, il y en a même qui changent de couleur. Qui changent de couleur. Là, ça fait près de 25 ans. Le carreau dit que c'est de la qualité. Il faut juste le laver un tout petit peu. D'où le contrôle. Voilà, il faut faire le contrôle pour s'assurer qu'on avec le LBTP, évidemment. Voilà. Structure étatique, d'accord. Voilà, étatique. Ouais, si LBTP gagne l'argent, c'est pour la Côte d'Ivoire. Voilà, et donc la cour... Une belle végétation, une belle vue. Vous voyez un peu la perspective, vous voyez les passages aériens là. Quand on est loin, on a l'impression que ce n'est pas la même hauteur. Et c'est ça la qualité architecturale, Christelle. L'architecte, ça c'est Fakouri qui l'a fait. Fakouri, celui qui a fait la basilique. Justement, je me disais, est-ce qu'il n'a pas eu des contraintes quant à l'entrée? Parce que quand on voit un peu tout ce qui s'est fait en arrière, en amont, on s'est dit... On peut l'accuser comme on peut ne pas l'accuser. C'est-à-dire le terrain était vide. Ceux qui ont fait l'extension après, ils auraient dû tenir compte de l'ouvrage qui est là, pour pouvoir faire comme devant le CHU de Cocody. Ça aussi, on a montré, cet ouvrage peut sauter. Hein. Et c'est une petite pluie, donc c'est un grand collecteur en terre qui est en train de s'user, tout ça. Alors justement, donc, on se dit peut-être qu'il y a eu des contraintes qu'on ne sait pas. Parce que quand on voit la beauté qui est... C'est ce que je dis, ça a été conçu, ils sont venus, ils ont construit, et bon, ils ont mis une rue. Mais ils n'ont pas pensé à l'utilisation, c'est de ça que je veux parler. Il faut concevoir en fonction de l'utilisateur, de la mentalité du peuple. Voilà. Chez nous, la mentalité du peuple. C'est-à-dire? Oui, on n'a pas assez de moyens. Quelqu'un qui vient, un accompagnant qui arrive là,
ou bien même un malade qui vient à consultation externe, et on lui dit de venir à jeun, par exemple. Je donne un exemple. Il vient, il reste là jusqu'à 11 h et il sort, il veut prendre un petit bout de pain ou bien une petite banane braisée. Il traverse la rue, il va acheter. Mais ça, il faut organiser. Bien sûr. Il faut tenir compte. Chez les Blancs, ce n'est pas possible parce que chez eux, ah non, si vous faites ça, personne ne va acheter, donc 2 jours, vous allez disparaître. Voilà. Mais maintenant, ici, si vous mettez les conditions, ils peuvent acheter. Mais ici, c'est comme ça, l'Institut d'hygiène peut regarder, dit bon, l'hygiène est respectée, tout. Mais c'est un facteur avec lequel il faut faire. C'est vrai. Quand on conçoit, le concepteur doit tenir compte de tout ça. On a prévu un espace devant un hôpital. Voilà comment l'hôpital se comporte. Comment la population se comporte avec l'hôpital. Donc en face, alors, dans le futur, voilà ce qu'on peut faire. Mais ça, il faut faire une projection. J'espère que les gens ne garent pas devant. Hein. Là? Oui, devant l'entrée. Oui, mais quelquefois, quand un taxi doit descendre quelqu'un, quand le bus arrive, mais quand il y a un embouteillage, là, mon Dieu, c'est... En tout cas, je suis passé une fois là, à la faveur de la saison des pluies, mais c'est terrible. Ah oui. C'est terrible. Ah oui, surtout que devant, vers le bout là-bas, il y a une station, il y a un... Exactement, il y a comme un petit fond, voilà. Bon, ceux qui ont fait la station, ce sont ceux qui ont touché l'égout en bas. Hein. Le ministère de la Construction, en son temps, avait... Oui, c'est une réalité. Ils ont touché l'égout, c'est pour ça qu'il y a des remontées, en fait. Les eaux reviennent en surface, puis bon, les petits véhicules ne peuvent pas passer. Et donc, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des solutions? Je ne sais pas. Là? Oui, pour l'entrée. Oui, on peut toujours étudier. C'est vrai que on peut faire en sens unique. Et puis... C'est 2 voies pour l'instant. Le problème, ceux qui ont construit les immeubles là, ont construit à la limite de la propriété. Ils n'ont même pas respecté les règles d'urbanisme. Parce qu'il faut au moins un recul de 4 mètres. Ils n'ont pas respecté. S'il y avait ce recul, on pouvait. Mais on peut revoir. On peut revoir, mais il faut faire une étude. C'est clair. Il faut faire une étude et puis arranger de l'autre côté. Comme ça, celui qui vient au CHU, il vient par le côté, je dirais, est. Et puis, il sort par le côté ouest. Sans problème, sans problème. Bon, ça peut, c'est des solutions qu'on peut tirer. Mais il ne faut pas laisser comme ça. Non, ça c'est clair. Voilà. On part à Angré? On va voir donc à Angré, l'hôpital d'Angré qui est en construction. Nous sommes allés regarder. Le CHU qui est en construction. Et nous avons exprimé la même inquiétude. C'est vrai, il n'y a pas encore de bitume, tout ça. Mais ça, ce sont des bâtiments qui se construisent déjà en face de l'hôpital. Ah, d'accord. Donc, on va avoir le même phénomène qu'à Yopougon. On est du côté de l'entrée principale. Mais le bâtiment, ce bâtiment-ci était construit avant ou après? Non, après, parce que je suis allé là en 2010. Okay. Le maire avait interpellé donc, le ministère, on était allé voir et on avait fait un rapport. Bon, malheureusement, ça n'a pas été suivi. Le monsieur a construit. Le problème, c'est quoi ici? C'est le contraire du CHU de Yopougon. Le Yopougon, c'était un terrain vague. Le lotissement est venu après. Mais ici, c'est un lotissement d'habitat. Et ils ont extrait dans des îlots et ils ont fait l'hôpital. Ils auraient pu aller un peu plus loin. C'est-à-dire aux alentours, tous les lots qui sont aux alentours ne devaient pas être des lots destinés à l'habitat. Parce que c'est clair qu'on aura forcément le même problème. Voilà. Bon, on a regardé un peu dedans. C'est toujours la même couleur. C'est en construction, ça a repris et donc je pense que d'ici là, on aura un hôpital fonctionnel. On a un beau plan parce que mais pour le moment, on peut toujours revoir l'entrée. C'est un facteur. Tous ceux qui sont là, on peut même exproprier certains qui n'ont pas encore construit. Maintenant, si on veut que le commerce se développe là, on peut peut-être prévoir un type. Mais je veux dire, est-ce que dans la création d'un CHU, comme on dit, diriger c'est prévoir, construire également c'est prévoir, on ne peut pas prendre en compte le fait que les malades auront forcément besoin de prendre un pot de yaourt, voilà, de la nourriture, et l'intégrer. Voilà. C'est pour ça qu'il faut faire de la recherche opérationnelle. C'est-à-dire, quand on construit à un moment donné, les acquis là, on va les visiter et on interroge. L'espace va vous parler. Il va dire, voilà mes limites. C'est ce que nous sommes en train de dire là. Et on tient compte de tout ça. Si on voit un architecte, un professionnel, il peut le faire. Mais en même temps, lui-même aussi, l'État va faire un cahier de charges, dit, voilà, je veux un hôpital. Mais attention, on avait fait à Yopougon, voilà les inconvénients qu'on a. On a fait à Treichville, voilà les avantages qu'on a. J'aimerais que vous teniez compte de tout ça. Et l'architecte va dire, je veux bien, mais votre terrain est coincé. Alors, donnez-moi suffisamment d'espace et vous allez voir que l'œuvre sortie de terre sera... il y aura moins de défauts. Voilà. Voyons ce qui se passe à Cannes avec vous maintenant. Ah oui, à Cannes, je traversais donc
Voilà. L'architecture dont je parlais tout à l'heure. À Cannes, évidemment, voilà, c'est en France. C'est un hôpital qui a été mis en série en 2013. Et vous allez voir que cet hôpital, il y a un espace tampon, effectivement. Alors, la barrière, la clôture laisse passer le regard. Le regard. Mais c'est un joyau architectural. Moi, ça m'a attiré. J'étais en voiture et j'ai commencé à filmer. Et vous voyez un peu, ils sont à R+4 maxi. Et par endroits, il y a des grands patios, il y a des vides à l'intérieur. Si on veut respecter aussi le principe que vous avez dit, que l'hôpital doit avoir un certain recul pour ne pas être... voilà, on prend au bruit. Est-ce que là, on respecte cette devise-là? Oui, il y a quand même un recul. Et puis, tout dépend des services qui se donnent sur la voie aussi. OK. Voilà. Tout dépend j'aime bien les petits oui, vous voyez, je vous parlais des ombres portées. Vous voyez, l'élément qui est en haut amène une ombre portée sur le bâtiment et ça sort. Vous voyez un peu, c'est ça l'architecture. Quand je passais là, j'ai crié, j'ai dit mais c'est pas possible. Vous êtes ému, monsieur. Oui, c'est hôpital de Cannes. C'est un hôpital public. Public. Un hôpital public. Et il y a personne qui vend, enfin il n'y a pas de vendeur ambulant évidemment. Ah non. Des bananes braisées, pardon? Ah non, c'est pas possible. Enfin bon, on va dire, bananes braisées, c'est très africain ou ivoirien. Il n'y a pas de sandwich devant, il n'y a pas... c'est pas loin même des logements. Des logements. Voilà. Alors. Et de là, voilà où on entre, on va vers la Croisière, le boulevard de la Croisière où se trouve... les habits, on va dire, les bâtisses qui abritent le festival. Voilà. Donc cette architecture vous a marqué? Oui, elle m'a marqué parce que... Pourquoi chez nous, ici, les blocs, c'est des briques, enfin, la clôture est carrément fermée? C'est un problème de sécurité, certainement. Mais quand l'espace est vaste... Au CHU de Trècheville, on a ça, des petits piliers. Oui, si. Mais quand on a quelque chose à montrer, généralement, parce que là, ça met le malade en confiance quand il arrive là. La rue est plus haute que... l'espace qui est devant, voilà. Il y a des marches, des escaliers, on marche. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement qui se fait. Et ce qui fait que quand vous arrivez, vous êtes à l'aise. Bon, la qualité architecturale vous attire, vous avez envie d'aller voir même. Et donc, la clôture rime avec... bon, chez eux, généralement, tout ce qui est public, les édifices publics ont des clôtures ajourées. Voilà, qui laissent passer la vue. Voilà, parce que c'est l'État qui propulse l'architecture. Donc la qualité architecturale doit être lisible depuis la voie. On ne la cache pas. Voilà. Comment ils font pour les malades, pour s'ils souhaiteraient se nourrir, prendre quelque chose? Ça se passe comment? Le malade, on le nourrit dedans. Oui, je veux dire, donc c'est prévu à l'intérieur. Mais souvent dans les halls, même, il y a des petites surfaces de vente. Voilà, comme dans les halls des hôtels. Bien joli, bien propre et tout. Ah oui, mais la qualité rime avec... donc on pourrait penser à cela ici? Oui, on peut. Au lieu de... Actuellement, dans le CHU de Cocody, il y a des petits box qui se construisent là. Bon, c'est parce que rien n'est prévu. Mais ça aussi, on peut étudier. On peut étudier de faire des petits box. Quand il y a des box, ça fait beaucoup de traversées, des mouvements de personnes, et tout ça, ça pose un problème. Surtout quand une ambulance arrive, souvent ça pose des problèmes. Donc c'est pour ça qu'il faut étudier tout ça. Ça veut dire qu'il y a un besoin. Ah, il y a un besoin. Si. Et il faut faire avec. Merci, M. Coupeau. L'architecte est en même temps sociologue. Merci beaucoup, M. Coupeau. M. Aristide Yao, merci. Je rappelle que vous êtes ingénieur en travaux publics au LBTP. Et M. Coupeau, vous êtes vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, architecte en chef, architecte spécialisé également en habitat rural dans les pays en voie de développement. Et urbain aussi. Et urbain. On vient d'en parler. Là. Bien sûr. Merci en tout cas d'être venu ce matin. Je vous souhaite un excellent jeudi à vous. L'émission était réalisée par Christelle Akoussa. Je suis Christelle Meledge. À demain.